Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission Jacques Roger Show sur NRI Radio, voilà, qui démarre, voilà. En profitant de dire bonsoir à tout le monde et surtout présentons aussi nos excuses, voilà, au doyen Lamine Camara. Hier, nous étions tellement débordés, on n'a pas pu donner le temps d'antenne au doyen Lamine Camara. Voilà, alors nous allons rattraper cela. Alors nous allons profiter pour commencer donc cette émission avec le doyen Lamine Camara pour son vous êtes là. Bonsoir doyen, comment allez-vous? Bonsoir Jacques Roger. Non, mais c'est bien. Bon, hier, j'ai écouté beaucoup. Surtout, je voulais intervenir. Il y a un monsieur qui a parlé, je crois que c'était en deuxième ou troisième position, avant monsieur Condé, qui a décrit un peu la situation de la Guinée sur Sékou Touré. Il a donné beaucoup d'exemples, il a cité assez de cas, et je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec sa description de ce régime, et je partage à 100% ce qu'il a dit, parce que vraiment, Jacques Roger, le régime de Sékou Touré, c'était de l'horreur au complet. Je me souviens, je suis allé en Guinée en 1980. Je ne sais pas si vous voyez les images actuellement de la Corée du Nord. La Guinée ressemblait vraiment à la Corée du Nord. C'était un pays complètement sinistré, où les gens vivaient dans la peur totale. Vous pouviez faire des heures arrêté à un carrefour sans voir des gens passer. Et je suis allé jusqu'à Cancan, c'était horrible. Et les marchés étaient vides, il y avait pratiquement personne en ville, tout le monde avait quitté le pays. Enter the number you wish to call, followed by the pound sign. C'était vraiment triste, parce que je suis allé à l'époque en Guinée, c'était à la suite de 1977, je crois, où les femmes s'étaient révoltées en Guinée, et après la conférence de Monrovia en 78, où Sékou Touré, Houphouët-Boigny et le président du Libéria à l'époque, je ne me rappelle plus de son nom. Donc il y a eu une petite ouverture en Guinée, les gens pouvaient rentrer et on n'était pas tellement inquiets. D'ailleurs, c'était à un moment en 80, j'étais en Guinée, il y a un autre complot qui s'est déclenché à ma présence là-bas, où Kabassan a été arrêté. Et la dernière fois, sur une des radios, j'ai entendu certains nostalgiques du PDG dire que quand les femmes se sont révoltées et que elles sont allées en groupe à la présidence, Sékou Touré a demandé à ce que le portail soit ouvert. Le portail est ouvert. Les femmes ont expliqué de quoi il s'agissait. Et Sékou Touré a dit automatiquement à bas la police économique, et les femmes sont retournées en chantant les louanges de Sékou Touré. Ce que les gens, les nostalgiques du PDG oublient souvent, ou bien ce qu'ils omettent, c'est qu'ils aiment très souvent parler d'un tout petit détail de cette époque pour donner un bonus à Sékou Touré.
On dit Sékou Touré a dit à bas la police économique, hop, et puis les femmes se sont retournées. Mais les gens n'expliquent pas quelles étaient les raisons de la révolte des femmes. Parce que depuis 1975, où le commerce, même en détail, a été interdit en Guinée, les pauvres femmes de Guinée qui nourrissent leurs familles, qui se cachaient pour faire le petit commerce et avoir un peu d'argent. Le régime a créé une police économique qui devrait contrôler sur tout le territoire l'interdiction du commerce en détail. Imaginez-vous un seul instant, Jacques Rouget, une ville comme Abidjan, qu'on interdise le commerce en détail. Donc, les femmes subissaient pendant des années des tracasseries de cette police, soi-disant police économique, qui ne faisait que racketter ces bonnes femmes sur tout le territoire. Et un jour, il y a eu le ras-le-bol, la révolte a été spontanée de Conakry jusqu'à Zérégouré. Tout le monde a suivi ça sur les antennes des radios internationales à l'époque. C'est à l'issue de ça que Sékou Touré a eu peur et il a dit aux femmes, à bas la police économique. Maintenant, les nostalgiques du PDG veulent nous expliquer ça aujourd'hui comme si Sékou Touré aimait les femmes de Guinée ou c'est les femmes qu'il aimait, je ne sais pas quoi. Mais on ne dit pas à la jeune génération ce qui s'est passé avant ça. Et quand j'entends aussi dire en Guinée, quand vous entendez les Guinéens parler de l'histoire de la Guinée, chacun dit qu'il y a eu des victimes dans sa famille. Chaque Guinéen, chacun dit, dans ma famille, il y a eu des victimes. Mais Jacques Rouget, quand dans un pays, chaque famille a une victime de la dictature, quel nombre de victimes on va trouver dans ce pays? Quelqu'un disait que même si c'est un mort, que c'est grave. Non. Si c'était un seul mort, c'était pas grave, mais il y a eu des milliers de morts, milliers d'assassinés. Donc dire que même si c'était un mort, ça c'est de la pure démagogie. Il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu 2 morts, il n'y a pas eu 5 morts. Il y a eu des milliers de morts, de victimes du régime de Sékou Touré. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on banalise et qu'on vienne nous dire ici, même s'il y a un mort. Ça, c'était grave déjà. Non. Il n'y a pas eu un mort. S'il y avait un seul mort, on n'aurait pas aujourd'hui parlé d'une dictature en Guinée. Il y a eu, Jacques Rouget, des milliers de morts. Vous êtes ivoirien, vous connaissez l'afflux des Guinéens en Côte d'Ivoire. Les Guinéens sont sortis par millions. Toute une jeunesse du pays s'est exilée. Et c'est les conséquences que nous avions encore aujourd'hui en Guinée. Jusqu'à présent, les Guinéens sont en train de s'exiler. C'est la logique, c'est la suite de ce régime qui a vécu sur la Guinée pendant 26 ans, où l'éducation des enfants a été complètement clochardisée. Vous aviez aujourd'hui des enfants, les enfants qui sont allés à l'école en 1984 ont encore des niveaux plus mauvais que leurs aînés, parce que ceux qui les ont enseignés en 1984 sont sortis de cette école révolutionnaire, de cette école qu'on appelle Coco Lala. Écoutez un peu les journalistes guinéens parler français, ceux qui parlent français parce qu'ils sont venus d'Abidjan, du Sénégal ou d'ailleurs. Ceux qui parlent correctement français en Guinée, nous avons tous suivi le procès, les différents procès en Guinée. Écoutez les avocats guinéens parler français, Jacques Rouget. Ils sont sortis de cette école. C'est ça le drame. Donc, on ne peut pas cacher l'horreur qui s'est passée sous le régime de Sékou Touré. On ne peut pas le cacher.
Il y a des villes entières qui ont été paupérisées. Quand je prends la ville de Kankan, à Kankan, nos parents étaient des commerçants et des transporteurs. Sékou Touré a interdit tous ces secteurs. Allez-y aujourd'hui à Kankan. Tous ont quitté le pays pour s'exiler. Nos parents qui étaient de gros transporteurs, comme les Djoula de Côte d'Ivoire, des grands commerçants, il n'y a pas eu de succession. Quand ils sont morts, les enfants n'ont plus réussi à leur succéder de manière professionnelle. Ça c'est le drame de la Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire, je vous ai entendu dire que d'ici la fin du mois, on va parler de secteur en secteur. Ça va être un bon débat parce qu'en 1984, quand Sékou Touré est décédé, toutes les unités de production qui avaient été installées dans les années 60 étaient en faillite. Tout. À commencer par le chemin de fer, à commencer par la compagnie aérienne Air Guinée, tout était en faillite. Il a fallu que la Banque mondiale impose des mesures à partir de 1985, quand les militaires ont pris le pouvoir, pour redresser l'économie. Et je vous apprends ici qu'en 1984, à la mort de Sékou Touré, la Guinée avait une dette extérieure de 1,6 milliard de dollars. Ça faisait 105 fois le PIB de la Guinée. Voilà Jacques Rougier. Qu'est-ce que c'était le régime de Sékou Touré? Regardez les littératures, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur le régime de Sékou Touré, les résultats, les enquêtes, les points de vue sont tous pareils. Nous, le peuple de Guinée a vécu dans la terreur. Regardez les films. Quand Sékou Touré est mort, regardez les visages des gens aux funérailles. Ils étaient tous là en blanc. Et quand l'armée a pris le pouvoir, regardez ces images, tout le peuple dansait, tout le peuple était heureux. C'est ça la réalité du régime de Sékou Touré. Comparez les deux images-là, Jacques Rougier, ce que les gens nous racontent, les nostalgiques nous racontent, et la chute du régime de Sékou Touré. Vous-même, vous n'êtes pas guinéen, mais vous allez vous faire une idée là-dessus. Merci, M. Jacques Rougier. C'était ce que je voulais dire rapidement hier. Merci bien. Voilà, merci, doyen. Donc, Lamine Camara, voilà. Alors, je crois qu'on a un invité surprise depuis donc Conakry. Il s'agira donc du sociologue, M. Ismaël Condé, que vous l'avez certainement suivi sur le Grand Forum avec Chérif Aïdara. Avec lui, nous allons aussi parler un peu donc de la Guinée. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Bonsoir, M. Ismaël Condé. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous entends parfaitement. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de commencer certainement un peu notre émission, quelle est un peu la température au niveau donc de Conakry? On sait qu'actuellement, vous êtes un tout petit peu envahi, peut-être c'est l'expression, par l'effet, j'allais dire, de l'Ebola. Alors, parlez-nous un peu donc de la situation au niveau donc de Conakry avant de commencer notre émission. La situation de Conakry par rapport à l'épidémie qui a éclaté il y a bientôt 3 mois, je pense que nous prenons cette situation avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Nous sommes un pays musulman, et un pays musulman à la fois musulman sincère. Et il y a eu affolement au début, c'était parce que des gens, je pense être des gens mal intentionnés, ont fait courir des rumeurs très très alarmantes sur la situation. De plus en plus, on s'y fait, le visage se dénudent et la vie suit son cours normal. Alors la vie suit son cours normal. N'empêche que le Sénégal, par mesure donc de
protection a fermé un peu sa frontière. Ça fait couler donc beaucoup donc de salive. Certaines pensent que le Sénégal a agi avec en préservant donc la vie donc des citoyens guinéens. D'autres parlent un peu donc de manque de solidarité. Vous êtes un ancien, vous êtes un doyen. Alors comment voyez-vous un peu la fermeture donc de la frontière de votre pays par le Sénégal? En Guinée, depuis un certain temps, on parle avec beaucoup de passion, on parle avec beaucoup de colère, et c'est pour dire que la raison n'est pas toujours dans le discours aussi bien des politiciens que de ce qu'on peut appeler des intellectuels. Donc les choses les plus banales, les choses les plus anodines, on les commente, on les présente sous les angles YouTubes les plus alarmants. Donc par rapport à cette fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, je crois qu'il faut laisser les pays exercer leur souveraineté. Et quand un pays frontalier comme le Sénégal prend une mesure de ce genre, il faut comprendre les Sénégalais et à notre niveau une conséquence. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant dans ça. Les problèmes intérieurs au Sénégal, ce sont les Sénégalais qui les connaissent mieux que nous autres. Mais fort malheureusement, un des défauts de la Guinée de Bénin, c'est que nous pensons toujours faire la morale aux uns, alors que il faut se mettre à la place de l'autre pour pouvoir raisonner et pas allumer le feu là où il n'est pas nécessaire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Condé. Voilà, alors tout le mois donc d'avril, nous avons décidé donc de consacrer à la Guinée l'histoire de la Guinée au pluriel, et ensuite chercher à comprendre pourquoi la Guinée est-elle donc en retard. Voilà, avant justement donc de commencer un peu notre entretien avec vous, d'abord je profite pour vous dire donc merci d'avoir donc accepté un peu ce débat. Il se fait tard à Conakry, mais dans le souci donc d'informer vos enfants, vos jeunes frères, vos amis qui sont pratiquement un peu partout, vous avez décidé donc de nous donner à peu près 1 heure ou bien 2 heures de temps d'émission. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que la Guinée est en retard? Cette thèse, est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Répétez la question. Est-ce que la Guinée, pourquoi la Guinée est-elle en retard? Est-ce que vous pensez que la Guinée est en retard? Je crois que le 3 avril 1984, on balance pas mal de préjugés, pas mal d'idées toutes faites sur le pays. C'est dans la logique de l'histoire de notre pays. Cette histoire, en résumé, c'est la résistance de la Maurice Touré, de Bokar Biro, Paris et de tant d'autres héros de la résistance nationale guinéenne. C'est donc l'histoire de cette résistance à la pénétration. Et il y a eu les dures réalités du colonialisme. Eh bien, l'exemple de Bokar Biro, Paris, l'exemple de l'Allemagne Maurice Touré, l'exemple de Alpha Yaya, pour ne citer. Cet exemple n'a pas été oublié des Guinéens. Monsieur Condé, Conditions. On peut être réunis. Je vous en prie. Aussitôt que les conditions ont pu être réunies, pour que nous redevenions libres, pour que nous redevenions souverains, nous avons pris notre indépendance. Nous sommes devenus libres. Et ce faisant, nous avons détruit le mythe fondateur de la domination coloniale, domination directe. Quel est ce mythe fondateur? C'est l'infériorité du noir par rapport au blanc. Voilà pourquoi toutes les puissances centrales, colonialistes, néocolonialistes, impérialistes, en veulent terriblement à la. C'est pourquoi il y a eu le déclenchement de cette campagne de discrédit, etc., etc. Mais, cher monsieur, le retard est relatif. Comment définit-on le retard? L'école doit ouvrir à lui. Si je viens à 8h30, eh bien, je suis en retard.
l'école doit ouvrir à 8 heures. Je viens à 7h30, je suis à la place. Mais par rapport à une norme, où est la norme entre la Guinée qui a dit non à la colonisation française et ceux qui ont dit oui à la colonisation française, pour pouvoir dire quel pays est en retard? C'est tout fait. Toujours dans le sens du dénigrement de l'esprit d'indépendance de l'Africain. Et montrer que les réalités de l'indépendance guinéenne sont des réalités sombres, des réalités tristes, des réalités. Il faut le comprendre. Nous comprenons ça parfaitement. Comme on le dit chez nous, le déserteur ne dira jamais de bonnes choses de la bataille ou de la guerre. Donc, ceux qui le colonial a profondément aliéné. Donc, ceux qui ont cru au colonialisme, le colonialisme s'en va, ces gens-là s'en vont avec les pays qui n'ont pas voté non, ils se sont retirés dans ces pays. J'ai suivi tout à l'heure. Il y a des millions de Guinéens qui sont partis au Sénégal, des millions de Guinéens qui sont partis en Côte d'Ivoire. C'est faux, ce qu'il faut. Alors, M. Condé, Monsieur Condé, est-ce que vous m'entendez? Cette manœuvre de déformation, nous sommes devenus indépendants. Nous avons réussi notre vie par à nous-mêmes, un trait. Les gens qui n'ont jamais cru à eux-mêmes, jamais cru à leur dignité, qui n'ont jamais cru à leur propre personnalité, qui se sont toujours vus en conséquence de l'élimination qu'ils ont subie à l'école coloniale, qui sont toujours vus à travers la France, à travers le colonialisme. Il était normal que ces gens-là s'en aillent. Monsieur Condé, oui, avant cette... C'est une idée toute faite. Avancer, rien que pour dénigrer la Guinée. Moi, j'appelle ces gens-là des professeurs d'archéologie. À partir de quelle norme disent que la Guinée était en retard? Par rapport à quel pays? Et ce que je peux vous dire, c'est que des guerres civiles ont éclaté dans tous ces pays-là. Le oui au référendum. La Guinée, à raison du fait que nous avons été effectivement indépendants, pour décider de notre propre vie, en Guinée, on a touché une forte unité nationale entre les Guinéens. C'est pour cette raison que tous les méfaits du système multipartite, les Guinéens restent toujours unis. Malgré l'action combien nocive de certains politiciens, de certains intellectuels. Donc moi, je voudrais vous dire, par rapport à ces problèmes-là, je n'ai pas la tournure d'esprit, je n'ai pas d'intelligence de contourner l'évidence. Tourner l'évidence en autre chose qu'elle-même. Donc, je me dis, en tant que, parce que je vous ai dit que je suis leader d'un parti politique qui s'appelle le Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Donc, qui a l'ambition de poursuivre conséquemment l'œuvre du président Mensel Touré, l'œuvre du PDG. Et ce que nous retenons comme dominante de l'œuvre de la Révolution ou du président ou du PDG, c'est que premièrement, le PDG de ce pays a donné aux Guinéens leur fierté, leur dignité. Je vous en prie. Monsieur Condé, une minute. Leur dignité et leur sens de l'honneur, leur sens de la grandeur. Deuxième héritage que moi, mon parti, vous gardez et en même temps amplifié, c'est l'unité nationale. Toutes les questions qui concernent la destruction de l'unité nationale, permettez-moi de répondre au nom de ma foi musulmane. Parce que je sache, Dieu nous demande beaucoup plus d'unir les hommes, de cultiver entre les hommes la solidarité, que de faire autre chose, notamment de diviser les hommes. Par conviction religieuse, ce principe-là, je l'ai. Et par sens patriotique aussi, ce principe, je l'ai. Plus que jamais incliné, il faut l'unité nationale. Quand j'entends les gens dire la Banque mondiale est venue faire ceci, la Banque mondiale est venue faire cela, c'est la Banque mondiale qui a détruit ce pays au 3 avril 1984.
nous avions combien de piscines? Parce que je sache, le développement, c'est d'abord le développement industriel. On n'a pas dit tout ça, on sait à qui on les a vendus. Et permettez-moi de vous dire qu'en 1984, il y avait 3 ans au moins, le directeur général du commerce intérieur. Donc je sais ce dont je parle. Alors, M. Condé, est-ce que vous m'entendez, M. Condé, hein? M. Condé. Oui, M. Condé, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Alors, M. Condé, je veux un peu structurer un peu le débat, hein, afin que les auditeurs puissent un peu comprendre la pertinence certainement des réponses que vous êtes en train de donner. Hein. Alors, donc la réponse à ma question, selon vous, est-ce que la Guinée est en retard? La réponse est donc non. Si je comprends bien, la Guinée n'est pas en retard. C'est bien ça. La Guinée est en retard par rapport à quoi? Moi, c'est la question que je me pose. Ce sont des idées qu'on a collées à la Guinée, rien que pour pouvoir traverser M. Condé, l'expérience que nous avons vécue. Une expérience de totale liberté, de totale M. Condé. Donc, moi, je me révolte en attendant que la Guinée est en retard, la Guinée est en retard. M. Condé. De retard, 50 années sans eau, sans électricité. Ce sont des bêtises. On est au 3 avril 84, il n'y a pas de problème d'électricité. Et vous devez savoir qu'en 1958, il n'y avait plus d'électricité en Guinée. En 1974, au moment où Elhaj Mohamed Lakoui quittait. Alors, M. Condé, le nombre d'électricités était passé de 8 à 20. M. Condé, s'il vous plaît, M. Condé. Enfin, on n'arrive pas certainement un peu à vous suivre. Je veux que la réponse à ma question soit un peu simple et puis après vous allez développer. Comme ça, nous vous percevons. Hein. Donc, si je comprends bien, pour vous, la Guinée n'est pas en retard. Oui ou non? Voilà. La Guinée n'est pas en retard, n'est-ce pas? La Guinée n'est pas en retard. D'accord. Voilà. La malveillance vis-à-vis de la Guinée, purement et simplement. Voilà. C'est un faux concept, cette histoire de retard. D'accord, il n'y a pas de C'est le problème. retard qui se voit entre l'Angleterre et la France. Une minute. C'est le retard qui se voit entre la France et l'Allemagne. Ce sont des idées, ce sont des faux concepts. Quel pays est en retard? Quel pays est en retard? Oui, monsieur Condé, voilà. C'est un faux concept. D'accord, la Guinée n'est pas en retard. Alors, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, hein, un pays aussi riche comme la Guinée, hein, où il y a de l'eau partout, hein, où il y a des possibilités, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. La Guinée fait partie, on peut dire en Afrique aussi, d'un des rares pays où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Comment vous expliquez un peu cela? Ça, c'est faux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Tout ça, ce sont des concepts inventés, et viennent de traverser les Guinéens. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité en Guinée? Tous les jours que Dieu fait, il y a toujours pratiquement. Par les malveillants autour de l'indépendance guinéenne. Je vous prie. Cette histoire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est faux, ce sont des histoires. Pendant le temps de la Révolution, on a construit le Tinko pour électrifier le Fouta. Pendant le temps de la Révolution, le barrage de Pisson a été également construit. Et je suis encore dans l'obscurité. C'est pourquoi si vous m'aviez parlé, si vous m'aviez indiqué de ce sujet-là, j'aurais pris des tableaux statistiques pour vous montrer ce qui avait été fait dans le domaine de l'électricité et dans le domaine de l'addiction. Tout ça, ce sont des propos malveillants vis-à-vis de la révolution, vis-à-vis du président. Donc, quittons ce paradigme-là, sans eau, sans électricité. Ce sont des histoires, ça. D'accord. Alors, voilà. Donc, selon M. Condé, la Guinée n'est pas en retard. Tout va très bien en Guinée, hein. Mais n'empêche que tous les jours que Dieu fait, il y a toujours des manifestations. Tout va très bien. Ne me déformez pas. Ça, c'est de la malveillance. Et si vous continuez, ça va, je coupe. Ne me déformez pas si vous dites que tout va bien en Guinée. Mais je vous ai reposé la question. Vous ne préparez rien que dans le sens de traverser le même. Moi, je bloque une couche. Non, si vous attendez. Dites que tout va bien en Guinée. Non, à travers le monde entier, aux États-Unis même. Est-ce qu'on peut dire que tout va bien? En France, des pays qui constituent vos références, est-ce qu'on peut dire que tout va bien? Donc ne me déformez pas. Je dis tout simplement, premièrement, dire que la Guinée est en retard, c'est un faux concept. Ce sont des histoires, rien que pour pouvoir traverser la Guinée, rien que pour pouvoir discréditer les défendances guinéennes. Parler aussi de 50 années de guerre
de 500 sans électricité, c'est dans la même trappe, c'est dans le même cheminement, toujours de traverser l'indépendance guinéenne. Moi, c'est ce que je vous dis. Je ne vous ai jamais dit que tout va bien en Guinée. Je connais très bien cette autonomie d'esprit-là. Informer les gens. Voilà, alors je peux placer au moins un mot avec votre permission, s'il vous plaît. Alors, quand je disais tout va bien, que vous et moi, nous étions en train de parler du problème de l'eau et de l'électricité. Hein? Donc, j'ai dit de ce côté, tout va bien, puisque vous dites qu'il n'y avait pas de problème d'eau et d'électricité. C'est pourquoi j'ai dit tout va bien. Je n'ai pas dit de façon générale, la Guinée est donc un super pays. Non, c'est pas non, ne déformez pas. Vous avez dit tout va bien, comme si moi je vous avais dit que tout va bien. Nulle part ça n'ira bien, à travers le monde entier. Même les pays que vous prenez pour exemple. Donc ne me dites pas, M. Kouali dit que la Guinée n'est pas en retard, que tout va bien. Non. Surtout maintenant, tout est pourri en Guinée. Depuis le 3 avril 84. Politiquement c'est pourri, économiquement c'est pourri, socialement c'est pourri. C'est moi qui dois vous dire que tout va bien. Mmh. D'accord. Ne me présentez pas comme sociologue. Non, je reprécise un peu le fond donc de ma pensée. Hein. Loin certainement donc de déformer un peu vos propos. Non. Vous aviez dit, nous étions en train de parler donc de l'eau et de l'électricité. Vous aviez dit non, que au niveau de l'eau et de l'électricité, c'est une déformation. Donc je vous ai répondu en même temps, donc on peut dire que tout va bien. Quand je disais tout va bien. Je vous précise, en 1984, personne ne parlait de manque d'électricité ou d'eau en Guinée. Mais c'est depuis le coup d'État militaire du 3 avril 1984 qu'on a commencé par dire 26 années de retard, 26 années de cruauté, parce que le Cambodge, 26 années sans électricité, sans eau. Et plus malveillant encore, les dirigeants actuels, les politiciens actuels, quand eux sont venus, donc on ajoute les 26 années de la révolution aux 24 ans ou aux 26 années du régime là, ça n'a compté pour dire 50 années sans Dieu. C'est malhonnête ça. Le régime de la révolution, c'est un régime conséquent. Tout le monde le sait. Nous étions souverains. Ce que cette liberté, cette souveraineté ont choqué, ont provoqué le 3 avril, ils ont réussi le 3 avril pour tout inverser. Autant nous avons dit que sans la dignité, sans la personnalité, on ne peut aller nulle part. Autant eux, ils ont dit et continuent de dire que c'est la dignité, la responsabilité, la souveraineté qui nous ont mis en retard, ou bien qui nous ont plongés dans la misère. Alors, le régime fondé sur le principe de la dignité, de la responsabilité entière, c'est le régime qui tourne le dos à la liberté, à la responsabilité entière, pour se mettre sur le coup d'une domination étrangère, pour se remettre plutôt sur le coup de la domination coloniale. Est-ce que ces deux régimes-là, on peut les additionner l'un à l'autre? Vous voyez un peu la malveillance des uns et des autres. Vous voyez un peu, si vous voulez, la malanguerie intellectuelle de certains individus. Le régime du 3 avril est exclusif du régime du PDG. Tout comme le régime du PDG est exclusif du régime du 3 avril. Alors, cette addition, 50 années de misère, 50 années de ceci, 50 années de cela, ça a de malhonnêteté intellectuelle. D'accord. Alors, malhonnêteté intellectuelle, avec vous, nous allons essayer donc de mettre tout en clair, hein, afin que ceux qui vous suivent puissent comprendre un peu l'histoire donc de la Guinée. Voilà. Alors, parlez-nous un peu donc du président Ahmed Sékou Touré que vous avez connu, hein, de 1958 jusqu'à sa mort, ce qu'il a fait pour la Guinée, ce que vous aviez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous donne tout le temps de nous raconter, ou bien de nous dire, pas raconter, de nous expliquer un peu ce que vous aviez vécu, ce que vous aviez lu et ce que vous pouvez enseigner certainement à vos enfants, à vos jeunes frères qui vous écoutent. Cher monsieur, vous savez que la révolution de 1889 en France a suscité contre la France l'opposition de tous les pays de la France. Pourquoi? Parce que dans ces pays, c'était la monarchie. En Espagne, c'était la monarchie. En Angleterre, c'est toujours la monarchie. En Italie, c'était la monarchie, etc., etc. Et cette révolution a commencé par couper la tête de l'âtre. Il fallait donc écraser dans l'œuf la mission de 1789 pour qu'elle ne se répande pas autour de la France, amener donc les peuples à tuer le roi.
on sait la coalition qui s'est formée contre la France de la révolution bourgeoise de 1789. C'est la même chose que la Guinée a eu au milieu de combien de colonies AOF et AEF, Afrique occidentale française, Afrique française, nous avons été le seul pays à voter non. Donc à prendre notre indépendance. Il y avait déjà longtemps que le président Oufé-Boigny, que le président du Sénégal, Léopold Sédar, était en allégeance avec la France. Donc, c'est extrêmement normal que ceux-ci livrent à la Guinée la lutte qu'ils ont livrée à notre pays. Et il nous appartenait aussi de défendre. Je vous demande de faire référence, peut-être que vous avez pointé l'émission, Archives d'Afrique du samedi dernier, Archives d'Afrique du samedi d'avant. Les Français eux-mêmes témoignent sur les différents complots que la France du général de Gaulle a eu à organiser contre la Guinée. Ce ne sont pas des Guinéens qui le disent. C'est Focard qui le dit, c'est Pierre Messmer qui le dit, et autres personnalités françaises encore. Donc je vous demande de faire référence à ces émissions. Et le samedi prochain aussi, écoutez la même émission. Mémoire, je dis, Archives d'Afrique. Donc ça, ce n'est plus un problème pour les gens honnêtes. Ceux qui ont manipulé les Guinéens sont les premiers à reconnaître qu'ils les ont manipulés. Ça, ce n'est plus un problème pour nous. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est en cherchant à nous défendre contre le colonialisme et le néocolonialisme qu'on a présenté le président Messel Touré comme un dictateur, comme un souteneur, etc., etc. Toujours dans la logique du colonialisme. On fait, après la réduction de l'Allemagne Samori Touré, et Ouattara Bureau, Paris, on fait ce qu'on a dit d'eux. C'était des rois sanguinaires qui passaient tout le temps à tuer leur peuple. Et bien, c'est ce qu'on a dit aussi de tous les révolutionnaires. Parce que pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a tué? Et qu'est-ce qu'on a révolté contre Kadhafi? Ah, il est en train de tuer son peuple. Comme si Dieu avait donné la mission d'aller livrer guerre aux chefs à travers le pays, à travers le monde entier. Donc nous nous sommes défendus. Et pour cette raison, on le fait passer pour des dictateurs. Mais ça, c'est entièrement normal dans la bouche de l'impérialisme. Ce qui est peut-être révoltant, c'est d'entendre cela de la bouche de certains Guinéens. Mais il faut les comprendre, ces Guinéens. Tous ceux qui, en dehors de la Guinée, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Angleterre, ailleurs, tous ceux qui ont fui ici pour pouvoir défendre le gouvernement de ces pays, se sont fait passer pour des victimes de génocide ou bien des victimes de violence quelconque pour avoir le titre d'exilé. Mais ce sont ces gens-là qui, pour vivre aux dépens des Occidentaux, continuent toujours à raconter l'histoire autour de la Guinée. Ça se comprend. Il faut bien qu'ils justifient pourquoi ils ont pu acquérir, ils ont fait des démarches pour acquérir la nationalité du pays qui les a. Et pourquoi, normalement, pourquoi ils doivent être considérés comme des exilés. Ce sont ces gens-là, c'est cette malhonnêteté qui, à mon avis, justifie la malveillance de beaucoup de Guinéens à l'étranger. Ils ont vécu ça. Pour pouvoir avoir les différents papiers, ils se sont présentés comme victimes de répression, comme victimes de dictature, etc., etc. Comme les Occidentaux sont très sensibles à ces problèmes-là, eh bien, on les a pris en pitié et ils continuent à vivre sur le dos des Occidentaux. Et ces gens-là qui présentent le régime de Sékou Touré comme ayant été un régime dictatorial, c'est à partir de ce temps-là qu'ils ont fui. C'est 6 personnes.
quand on raconte que c'était un régime qui était contre les intellectuels, est-ce qu'une seule fois, vous avez appris qu'il y a un pays occidental, qui a offert des forces à la Guinée pendant le temps de la Révolution et que la Guinée a refusé celle. Il y a des Guinéens qui ont été étudiés aux États-Unis pendant le temps de la Révolution. Il y a des Guinéens qui ont été étudiés en Suisse, même en France, pendant le temps de la Révolution. Si je parlais de l'Est, vous allez dire que ça, c'était entièrement normal. Donc, si vous devez être un anti-intellectuel et accepter que les gens aillent faire des études, si vous devez être un anti-intellectuel et ouvrir, ce qu'on a fait, ouvrir l'institut de Julius Nyerere de Cancan. Vous voyez un peu la bêtise que certains défendent. Mais moi, de plus en plus, je le dis, que le terrain politique, beaucoup plus le fanatisme en Guinée ici que le militantisme. Le fanatisme, soit aveugle et violent, soit à une théorie, soit à un individu. Donc, avec le fanatisme, il n'y a pas de raisonnement possible. Et le fanatisme est cultivé par le grave danger de l'ethnocentrisme, de l'exclusivisme ethnique. Je me demande comment un intellectuel peut défendre l'exclusivisme ethnique. Qui a choisi son père? Qui a choisi sa mère? Qui a choisi de naître là où il est né? Ce sont des choses accidentelles, ça. Ce sont des choses contingentes. Le mérite de l'homme ne doit pas revenir à ce qu'il n'a pas choisi. Le mérite de l'homme est lié à son travail, à ses libres choix. Mais quand ce n'est pas le libre choix qui engage quelqu'un, si ce n'est pas son travail qui engage, comment des préjugés comme quoi ceux qui font dans ce jeu comme ça peuvent-ils prévaloir? Je crois qu'il est temps que les Guinéens se ressaisissent. Aussi bien ceux qui sont à l'étranger que ceux qui sont à l'étranger. Alors, Monsieur Condé, hein, vous avez beaucoup... la grandeur de ce pays. Monsieur Condé, une question pour vous permettre de mieux... Quand j'entends dire, c'était la misère, tout le monde était triste, etc., etc. Ça fait combien de coups? La Guinée a eu combien de médailles sur le plan culturel? Monsieur Condé? La Guinée a eu combien de coupes sur le plan du football? Est-ce que les colonies ont pu avoir la coupe Kwame Nkrumah? Donc vraiment, il y a, comme je le dis, il n'est pas facile de contredire l'évidence. Et moi, je ne suis pas dans la disposition d'esprit de contourner l'évidence. D'accord. Alors, M. Condé, je veux... Alors qu'il y a beaucoup donc de Guinéens qui, permettez-moi l'expression, torpillent donc les actions du pays, la Guinée, et voilà. Mais parmi ces intellectuels dont vous avez fait allusion, il y a le président Alpha Condé aussi, qui était donc dans l'opposition et qui a toujours critiqué le pouvoir donc du président Sékou Touré. Est-ce que quand vous parlez des intellectuels, M. Alpha Condé fait partie de ces intellectuels? Tous ceux qui ont constitué le diaspora et qui prétendent être des intellectuels, moi je les range tous dans le même groupe. Ok. Et tous ces gens-là ont agi contre la Guinée. Le président Alpha Condé a écrit qu'il est l'Albanie de l'Afrique ou néocolonie américaine. Tout le monde le sait. Donc, ne personnalisons pas les choses. Tous ceux qui ont fui la révolution guinéenne pour aller se réfugier en France ou à je les range à la même enseigne, je les mets à la même enseigne. Alors, donc, la révolution donc, du beaucoup d'entre eux ont eu un comportement antipatriotique vis-à-vis de la Guinée. En empêchant certains projets, en boycottant certains investissements. L'histoire l'a confirmé. Quand je vous parle de fanatisme en Guinée, c'est ce fanatisme qui fait que les plus grands criminels, les plus grands voleurs se présentent aujourd'hui comme étant des bienfaiteurs. Parce que, par le fanatisme, on ne voit pas que le voleur est le voleur. On voit que plutôt il est de telle ethnie, il est de telle autre ethnie. Voleur d'hier, voleur d'aujourd'hui.
Alors, donc, M. Condé, quand on parlait donc de la révolution du président Ahmed Sékou Touré, sur quoi reposait cette révolution? Cette révolution reposait sur le peuple, et cette révolution a toujours reposé sur le peuple. C'est le peuple de Guinée qui, au référendum du 26 septembre 1958, a choisi le nom dans la proportion de près de 95%. Et c'était au niveau de toutes les régions naturelles de ce pays. Donc, la révolution guinéenne, comme toutes les révolutions démocratiques, toutes les révolutions populaires, la révolution guinéenne est partie du peuple. Et c'est ce même peuple qui fait tout. On vous raconte des histoires à l'étranger. Tout était déterminé dans le temps de la révolution par le peuple lui-même. Le peuple organisé à la base. Le peuple était consulté sur tout et tout. Tout le monde sait qu'avant les congrès du PDG, où les grandes orientations étaient décidées, le rapport de politique générale du bureau politique national était distribué à toutes les structures du parti, à tous les intellectuels pour propositions et amendements. Et le bureau politique national en tenait compte. Surtout, il y a un débat autour des différents points à débattre au cours du congrès. C'était le CNR. Les mêmes contre-révolutionnaires ont dit que la Guinée, finalement, le travail, c'était les réunions. C'est parce que le peuple était consulté sur tout et tout. Donc, contrairement à ce que vous racontez, dictature, c'est le peuple du Guinée qui exerçait la dictature sur la petite minorité des voleurs, des fouillards. Mais comme fort malheureusement, ou bien fort heureusement pour ces spoliateurs, les puissances occidentales sont derrière eux, eh bien, par les médias, eh bien, on traversit la Guinée et on déforme tout et tout autour de la Guinée et on calomnie le président Ahmed Sékou Touré. Le 3 avril, non seulement le pouvoir exécutif est retombé entre les mains de la contre-révolution, entre les mains des réactionnaires, mais ces mêmes réactionnaires se sont adjoints le quatrième pouvoir, le pouvoir des masses médias. Et tout le monde connaît l'importance de des médias. Donc, dès le 3 avril, alors qu'on proclamait la liberté et la liberté est là, passez-moi l'expression, on s'est assis sur la bouche de nous autres. Nous ne devions pas parler. Je vous ai dit la dernière fois, comment moi, on m'a empêché d'intervenir dans une émission qui a été ouverte en Guinée ici, sur la radio-télévision au mois de mai 1984. Donc, France Inter, Deutsche Welle, La Voix de l'Amérique, BBC, toutes ces radios avisées contre la Guinée de la Révolution. Si vous voulez le sanguinaire, si vous voulez ceci, si vous voulez cela. Pour induire en erreur la jeune génération. Je considère que la liberté, c'est la chose grave, c'est la chose dangereuse. Ça, c'est à faveur du fils. Quand un peuple pense que la liberté est dangereuse pour lui. Alors ceux qui sont responsables ceux qui racontent cette chose-là sont responsables devant l'histoire. Hein? Hier, le peuple rwandais commémorait les 20 ans du génocide. Et on a entendu les différentes réactions. Bon. Je pense qu'il y a des génocidaires, des génocidaires potentiels. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de pousser ce peuple à la définition sur l'ethnocentrisme, qu'ils s'apprêtent à répondre demain. Ce sont des animateurs, ce sont des speakers, ce sont des journalistes de la radio Mille Collines. D'accord. Alors, vous aviez dit, M. Condé, que la révolution du président Ahmed Sékou Touré était donc se reposait donc sur le peuple et que le peuple y exerçait donc sa dictature contre les pilleurs et contre les voleurs. Alors, quel était donc le rôle du Camp-Boiro dans la révolution du président Sékou Touré? Est-ce que vous êtes satisfait du rôle qu'a joué le Camp-Boiro? Le Camp-Boiro, est-ce que vous savez qu'aucun pays de votre modèle n'a abrité un politique? Est-ce que vous pouvez dire qu'en France, il n'y a jamais eu
prison pour les politiciens ou bien ceux qui l'ont attaqué à la République. Est-ce que vous pouvez dire qu'aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas la détention politique? En Allemagne, en Angleterre. Nous devenons indépendants. C'est une condition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la France déclenche une véritable répression pour remettre en cause notre indépendance, notre dignité d'homme. Et ne c'est pas normal que nous défendions. Nous sommes défendus. Les Guinéens qui sont traités à ce sujet. Et c'est fait d'être des Guinéens. Et je sais passer à l'ennemi. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention à ceux qui sont de Kambouaro. Ceux qui voudraient que le Kambouaro ait été une prison rien que pour leur ethnie. Une fois. Le premier complot, comment on l'a appelé? C'est le complot Koumania. Koumania est un parent de Kouroussa. Le deuxième complot bien connu, c'est le complot Petit Touré, un cousin du président Ahmed. Troisième complot bien connu, c'est le complot Kamapodeba. Autre complot, on a parlé de Koutidiane, juin 1969, quand Tidjane Keita s'est jeté sur le président lors de la réception de Kenneth Kanda, le président zambien. Je crois que vraiment, il faut arrêter la déformation de l'histoire. Il faut arrêter la déformation de l'histoire. En Guinée, il y a eu des révolutionnaires qui étaient dans toutes les ethnies, qui étaient de toutes les régions naturelles, face à des contre-révolutionnaires qui eux aussi étaient de toutes les ethnies et de toutes les régions. Moi, ce qui me fait dire que parler de réconciliation nationale, ce sont des histoires. C'est toujours discréditer la révolution. Faire comme si la révolution a été un système d'apartheid. Parce qu'en Afrique du Sud, on a parlé de réconciliation. Oui. Sans dire sans parler, il serait peut-être exagéré de parler. Mais il y a toujours eu opposition entre les Congos, les esclaves affranchis des Amériques, ici au Libéria, et les Bushman, les populations autochtones trouvé sur place. Donc, qu'on parle de réconciliation, à ce niveau-là, c'est compréhensible. Il y a un Guinée ici. Est-ce qu'il y a eu un groupe ethnique contre un groupe ethnique? Ce sont des histoires. C'est de la malveillance purement et simplement. Donc, je vous le répète encore, la révolution guinéenne est une révolution populaire, appuyée par le peuple, conduite par le peuple. Et le président a accepté, pour parler de son rôle, il l'a défini que le révolutionnaire, ce n'est même pas visuel, le révolutionnaire est derrière le peuple, au milieu du peuple et devant le peuple. On n'a pas suffisamment de temps pour que je développe totalement cette pensée que le président Massé Touré, du reste, a eu à plusieurs fois, a eu à développer plusieurs fois. Résumé, le révolutionnaire doit toujours faire corps avec le peuple, dans tous les aspects de la vie du peuple. Et tout ça, c'est ce qui était le fondement des élections ici, l'utilité sociale de l'homme. Ce que tu vaux pour la société, l'utilité que tu as dans ton entourage, c'est le critère de la révolution. Ce n'était pas lié à un mérite quelconque. Tu as beau être un grand intellectuel, et bien, si tes connaissances ne servent pas de tout, tu n'as pas des dispositions pour exprimer ta solidarité avec le peuple dans les difficiles du peuple, et bien, le peuple ne peut pas se faire confiance. C'est le peuple qui faisait du Guinéen ce qu'il devrait devenir fondamentalement. Alors, Monsieur Condé, est-ce que au temps de Monsieur Sékou Touré, est-ce que vous avez eu l'impression que le peuple était en phase avec lui, ou bien le peuple avait peur et était obligé d'être en phase avec lui? Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que le peuple était en phase avec lui? Le peuple aimait le président Ahmed Touré, le président Ahmed Touré, le peuple. Tout le monde peut vous dire, les gens de ma génération, que dans les années 63, 64, 65,
moi j'étais à l'université, j'étais à Poli. Le président, tous les soirs, passait à bord de sa voiture décapotable, en compagnie de Saïfoulé Diallo, sans garde-corps devant, sans garde-corps derrière. Pour le saluer, il y a même un film autour de ça. Quand un journaliste français est venu pour l'interviewer avant son voyage en France. Il y a des petits enfants qui sortaient, précis, il y en a même qui se faisaient son mouchoir. Le président était avec son peuple pour avoir directeur d'établissement. Certains de mes anciens élèves vous diront que j'ai été directeur du lycée. C'est pas. Je sais, j'avais des armes au niveau de mon école. Et l'un des communiqués du coup d'État militaire de l'Afrique demandait au quartier, à l'époque PNL, de rendre le. Vous pensez que quelqu'un peut être impopulaire, quelqu'un peut exercer de la dictature sur son peuple et armer ce peuple-là. Et l'histoire retient la contribution essentielle de l'université guinéenne était appelée l'apport de cette université à l'université du Kambouaro suite à l'agression du 22 novembre. Donc le peuple était armé. Vous pensez que si c'était la dictature, eh bien, le PDG pouvait armer le peuple, et le peuple était armé à tous les niveaux. Pas seulement à Conakry ici, mais au niveau de tout le pays. Donc tout ça, ce sont des histoires qu'on vous raconte, et c'était la dictature, les armes, le peuple guinéen est resté un peu plus joyeux. Les festivals, Monsieur Condé, organisés. Oui, Monsieur Condé, au niveau d'abord des dirigeants artistiques. Alors, Monsieur Condé, je me permets de vous interrompre pour vous poser une autre question. Alors, ce peuple qui était très heureux, très en phase avec le président Ahmed Sékou Touré, comme vous êtes en train de le dire, comment vous expliquez un peu la ferveur populaire à la mort du chef de l'État, le coup d'État? Pourquoi la population sortit massivement pour chanter, pour danser? Tout ça, c'est de la malversation. Tout ça, c'est des gros mensonges. Moi, j'ai été arrêté le 3 avril. Comme par hasard, on m'a d'abord mené à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'est à Conakry 1, de la présidence. Et c'est à partir du bureau de l'état-major de la gendarmerie que je suis remonté, que je suis monté au camp de Fayaya, c'était venu m'arrêter. C'était un silence de mort au niveau de Conakry. Je vous le dis, entre Dieu et moi. Même un aboiement de chien, moi, je n'ai pas entendu. Donc, quand on vous dit que, aussitôt que le coup d'État a été déclaré, il y a eu l'IS populaire, c'est de la déformation. C'est un grossier mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 avril, il y a eu le coup d'État. Calme total. Le 4 avril, calme total. Le 4 avril, on annonce la composition du gouvernement. Le 5 avril, moi, j'habite en face d'un des grands lycées de Conakry, le lycée Donka. C'est dans la Révolution, le lycée 2 août. J'avais 2 demi dans ce lycée, à peine à 100 mètres de chez moi. Donc, le matin du 5, je m'apprêtais à aller au bureau, parce qu'on avait dit qu'on devait commencer le travail. Quand j'ai entendu des grands bruits venant du lycée. Alors j'étais très étonné. J'étais dans cet étonnement. Quand au bout de 5 minutes, j'ai vu mes nièces venir. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui va pas? Elles me disent que ce sont les enfants des détenus du Kambouaro libérés qui sont venus fermer les portes des classes là-bas pour demander aux gens de descendre. Il y a une marche pour aller au camp Samoui. C'est comme ça que la première marche a eu lieu. Et c'était au camp Samoui que les gens là ont été reçus. Principalement les enfants des agents de la 5e colonne. Alors on vous raconte, il y a eu l'IS populaire, etc., etc. Et après, tous ceux qui sont mis à parler, c'était sur la base ethnocentrique. Le 3 avril, c'est parti sur la mauvaise base de l'ethnocentrisme. Donc ça encore, c'est un autre gros mensonge
partout, au 3 avril, il y a eu allégresse populaire. Ce sont des histoires. Ce qu'on ne vous montre pas, ce sont les images de l'accueil du cercueil du président Mélenchon. De l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Ça, à peu près sur une distance de 12 à 15 km. Il y avait une marée humaine. Et combien de chefs d'État sont venus? Vous croyez que les États-Unis d'Amérique ont été représentés au final du président Mélenchon par le président Bush, qui était à l'époque vice-président des États-Unis, Bush père. Ceux qui peuvent venir au funérailles d'un dictateur, même si ce dictateur-là est mort chez eux, Pierre Mauroy, qui était le premier ministre de la France, est venu participer au nom de la France au funérailles du président Mélenchon. Je ne parle pas des autres chefs d'État. Donc vraiment, tirez-vous de des illusions, tirez-vous des théories développées par ceux qui n'ont jamais voulu sentir la liberté de la Guinée, la dignité de la Guinée. Après, mensonge. Allô? Oui, allô, je vous écoutais. Hein? Oui. Oui. Je conclue en disant, apprentissez-vous des mensonges, des déformations. Oui, justement Venez à la vérité. Voilà, nous allons à la vérité, c'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui pour mieux éclairer, hein, certainement les uns et les autres. Hein, voilà. Voilà, maintenant l'autre question que je vais vous poser, hein, est-ce que le président Ahmed Sékou Touré, hein, vous l'avez lui-même déjà rencontré, croisé, discuté avec lui, oui ou non? Oui, plusieurs fois. D'accord. Alors, je ne sais pas le seul pour ça. Et qui est honnête peut vous dire que le président Ahmed Sékou Touré recevait qui voulait le rencontrer. Mais discuter avec tout le monde. Le seul à avoir ce honneur-là. Donc moi, j'ai souvent discuté avec lui, et de façon très ouverte. Des gens plus jeunes que moi. Des étudiants qu'il y avait à Poli. Avec le président de tout et tout. Donc si vous voyez que je m'énerve, hein, que je parle avec au collègue. Vous êtes un peu sur la défense. Quand je connais la nature réelle du président de cette Touré, et que je vois le tas de mensonges qu'on déverse sur son poste, vraiment, c'est révoltant. L'homme-là était très simple. C'était naturel. Il aimait l'homme. Alors quand on présente celui-ci comme, c'est révoltant. Et quand vous le dirons, le président M. Touré recevait tout le monde, sans distinction, de quoi que ce soit. C'est-à-dire, on le présente comme, je ne sais pas comment, c'est-à-dire, on a trop menti sur l'homme, mais Dieu existe. Dieu récompensera chacun. Moi, je suis musulman, je crois profondément à l'existence de Dieu. Je me dis qu'on sera réveillé et jugé. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas l'au-delà, bon, c'est leur problème. Alors, la question que j'avais vous poser, hein, c'était donc savoir vos rapports avec le président Ahmed Sékou Touré, hein, mais je crois que vous avez déjà répondu un peu déjà à cette question. Alors, un autre sujet, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre des salives, tout à l'heure on a parlé donc du camp Boiro. Qui était donc le responsable du camp Boiro? Est-ce que le président Ahmed Sékou Touré avait contrôle du camp Boiro? Est-ce qu'il dirigeait de loin le camp Boiro, ou bien il y avait d'autres personnes qui s'occupaient de ça? Tout ça, c'est des ciments pour toujours traverser la révolution guinéenne. Non, je vous pose la question pour... Le camp Boiro, oui. Je vous en prie, le camp Boiro, donc le nom Boiro, c'est quoi? Le camp Boiro, c'était le camp de la garde républicaine. Le camp colonial, c'était le camp des gardes fermées. C'est en 1969, quand les fascistes comploteurs ont largué le jeune commissaire Mamadou Boiro, qui est parti l'écrire à l'AB, de plus de 3000 mètres à partir d'un AN-24, pour glorifier
mémoire de jeune Mamadou Boiro, eh bien, on a donné son nom au camp africain, camp Boiro. Tout comme on a pris le nom de Alpha Yaya au camp de Alpha Yaya de Conakry, tout comme on a pris le nom de l'Almami Samori Touré au camp Samori Touré, toujours de Conakry. Posez-vous la question. Pour moi, une âme égale à une âme. On n'a jamais retrouvé le corps de Mamadou Boiro. Est-ce qu'il est question d'aller se recueillir sur la tombe de celui-ci? Et imaginez un peu la cruauté d'un tel acte. Un être vivant qu'on prend et on le balance à plus de 100 000 mètres d'un avion. Voilà pourquoi il y a le camp Boiro. Et le camp Boiro, ceux qui interrogeaient là-bas, c'était de toutes les couches. Il y avait des ministres, il y avait des secrétaires, il y avait des membres de la GRDR, Comité national de la GRDR, Comité régional de la GRDR, etc. La vigilance était très très bien organisée. Sur le camp Boiro, est-ce que c'est elle qui était? Tout ça, c'est de la malversation. Ça, c'est pour discréditer la révolution. On était très très bien organisés, même au niveau de la politique. Quand c'est dans le domaine de la politique, tout était bien organisé. Je ne peux pas vous garantir que tous ceux qui ont été arrêtés étaient effectivement des coupables. J'ai vécu des cas de règlement de compte. Moi-même, j'ai failli périr dans un règlement de compte. L'histoire est longue, sinon je l'aurais raconté. Quelqu'un qui, par malveillance, m'a fait passer pour un journaliste qui était passé dans sa région. Et comme on avait discuté chaudement, moi je l'avais ridiculisé. Au camp Boiro, il a dit qu'il y a un journaliste qui était passé dans sa région administrative et qu'il a parlé du complot politique. On est parti arrêter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était effectivement journaliste, informé, qui était à la voie de la révolution. Mais à la confrontation, le monsieur dit, il faut le relâcher, c'est un petit impoli en 69, quand il était venu en campagne agricole dans ma préfecture, dans ma région nationale, il a ridiculisé lors d'une discussion. Je tiens ça pour exemple. Mais quand ça arrive qu'il y a des gens qui ont été arrêtés arbitrairement, parce qu'ils étaient des intellectuels, parce qu'ils étaient ceci, ça c'est faux, archi faux. Quand j'étais au camp Boiro, parce que j'ai fait le camp Boiro, tout ce qui avait été amené là, par règlement de compte, tout ce qui avait été amené là, par, je ne sais pas, pour des raisons non fondées, tous ces gens-là ont été libérés. Il y en a qui m'écoutent. Et si vous donnez une large diffusion de cette déclaration-là, en Guinée ici, les gens pourront également témoigner de ce que je suis en train de vous dire. Bon, donc, dire que le camp Boiro, c'est le président M. Touré qui disait il faut tuer celui-ci, il faut faire ça, ce sont des histoires, purement et simplement. D'accord. Alors, revenons, puisqu'on parle du camp Boiro, l'un des célèbres prisonniers au camp Boiro, c'était donc M. Diallo Telli. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi M. Telli a été mis au camp Boiro et les circonstances donc de sa mort? Moi, je ne vous dirai rien de cela parce que je n'en sais absolument rien. Quand M. Telli Diallo était arrêté en Guinée ici, il n'était pas à Conakry, il était inspecteur politique à Boké. Donc, je n'ai pas pu suivre les choses. Je n'ai pas parlé d'une question que je ne connais pas. Oui, mais vous avez eu le temps certainement de vous renseigner après, de lire et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez appris après lecture, après information? Oui. Non, je vous prie, je ne dirai pas un seul mot de ça. Alors, je vous prie de laisser tomber cette question-là avec moi. J'ai eu l'honneur de connaître M. Telli Diallo quand il était rentré de l'OUA. Bon, il habitait à côté de chez moi. Mon directeur régional de l'éducation à l'époque était un parent à lui. C'est celui-ci qui nous a mis en rapport.
pour que je dispense des cours de criminologie à ces enfants qui me paraissent heureux et que je respecte beaucoup. Alors, mes rapports se sont arrêtés là parce qu'après, j'ai été affecté à beaucoup. Et moi, tout ce qui concerne de jeter l'huile sur le feu, et que le Diallo a été ceci, que le Diallo a été cela, ça rime à quoi? Le Diallo, je m'incline devant sa mémoire. Mais j'ai mon propre cousin, le général Garceta. Il est mort au Kambouaro. C'est connu comme un Diaby. Lui aussi, il est au Kambouaro. Quelqu'un de mon village, un grand ami à moi, un grand capitaine Samba. Il est mort au Kambouaro. Alors pourquoi spécialiser des cas? Si on est bon musulman, on croit qu'une âme est égale à une autre âme. Et fait le jugement là-dessus. Donc moi, je ne pense pas que ce débat soit plus méritant que celui que le général de Mandian, que celui soit plus méritant que le général de Mandian, etc., etc. Ce sont les gens qui ont élu au Kambouaro. C'est un grand ami à moi. Monsieur Taran aussi m'a pris en amitié. C'est lui qui m'a opéré en 1965. Et quand il venait en visite de l'ami, on restait longtemps. Mais les accusations contre M. Diallo Telli, est-ce que ça ne vous a pas un peu choqué, hein? La personne que vous connaissiez, est-ce que c'est une personne qui pouvait faire ce dont il était accusé? Je vous prie, je n'interviens pas sur cette question. Parce que je ne peux rien vous en dire. D'accord. Alors, voilà. Alors je ne sais pas du fonctionnaire pour dire il a été arrêté à tort ou bien il y a ceci, il y a cela. Et en dehors de ça, que moi je suis musulman. Tout ce qui peut créer une division au sein du peuple, je le combats. Au nom de la religion et au nom de mon sentiment patriotique. Ce sentiment patriotique voudrait qu'on ne remue pas aujourd'hui alors, mais il y a des esprits qui sont attachés à ça. Où ça doit nous conduire? Le thème du Kambouaro. Aujourd'hui, j'ai toujours dit que c'était un thème qui est passé. Le disque du Kambouaro pour moi est rayé. C'est rayé. Oui, mais vous savez. On va dépasser ça pour faire face ensemble à l'avenir de ce pays. Oui, mais M. Condé, aujourd'hui, même les camps de concentration en Asie, on parle toujours de ça. On cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Donc, pour la nouvelle génération, ils veulent seulement savoir ce qui s'est passé. Un exemple sur l'Occident. Vous voulez toujours éclairer notre histoire à partir de l'histoire de l'Occident. Non, c'est un exemple. Nous ne sommes pas les Occidentaux. Non, nous ne sommes pas des Occidentaux. C'est vrai que l'humanisme existe, l'universel existe, mais entre-temps, le particulier, c'est l'essence de l'universel. Donc, ces références là, à l'histoire d'ailleurs, bon, les Occidentaux, non, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est une guerre mondiale. Donc, c'est une guerre mondiale, les Africains. Pourquoi comparer le Kambouaro à ce qui est arrivé au Juifs? Non, on n'a pas de rapport entre les camps nazis et le Kambouaro. Monsieur Condé, je n'ai pas de rapport, si c'est pas la malveillance. Non, le nazisme, c'était le racisme. Est-ce qu'au Kambouaro, il y avait du racisme? Non, je crois que monsieur Condé... Non, vous déformez un peu... Vous êtes en train de déformer un peu mes propos. C'est comme le président de... Oui, alors, pourquoi donc on parle encore de la Shoah? Et donc, pourquoi ne pas parler du Kambouaro? Quelle identité entre la Shoah et le Kambouaro? Tout ça, c'est de la malveillance, je vous le répète. Mais bon, votre logique, c'est toujours la référence par rapport à l'Occident. Pas la référence par rapport à la vérité de votre propre histoire. Le modèle pour vous, c'est toujours l'Occident. Le modèle pour moi, ce n'est pas l'Occident. Le modèle pour moi est à définir à partir de la spécificité africaine. D'accord. Alors, voilà, le modèle, bon, nous sommes certainement en Occident, nous avons étudié, je n'étais pas du tout en train de faire une comparaison entre le Kambouaro et ce qui est arrivé aux nazis. Voilà, j'ai dit jusqu'à présent, ce qui est arrivé certainement aux nazis, on parle de ça. Donc le Kambouaro, si les Guinéens en parlent encore de ça, c'est parce que réellement on n'a pas encore lu la part. Quand les gens parlent de la Shoah,
ce n'est plus avec la haine. Ce n'est pas avec la haine. Okay. Et en Guinée ici, les gens qui parlent du Kambaro, c'est avec toujours une haine noire. C'est toujours avec la haine. Il y a une grande carte entre les Occidentaux et nous sur ce plan. Ils font de la joie un élément historique. Et même là encore, c'est contesté. Mais aucun Allemand ne se révolte en entendant dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Les Juifs, que je sache, ne se révoltent pas pour aller dire qu'il faut que nous avions capté les Allemands parce qu'il y a eu la joie. Bon. Alors qu'en Guinée ici, dès qu'on attaque le Kambaro, il y a des gens qui insultent. Le thème du Kambaro, c'est un thème de passion qui rallume la division, qui attise la division. C'est pourquoi moi je n'en parle pas. Et si je dois en parler, c'est pour dire que le Kambaro a été le camp des contre-révolutionnaires par les révolutionnaires. Et les contre-révolutionnaires, c'était dans toutes les ethnies, c'était dans toutes les régions naturelles. Les révolutionnaires, c'était dans toutes les ethnies, c'était dans toutes les régions naturelles. Donc, je crois qu'il n'y a pas de commune mesure entre le Kambaro et vos références occidentales. Vous avez dit le camp, c'est le camp des contre-révolutionnaires. La prison de Guantanamo, la prison de Diego Garcia, la prison d'Abu Ghraib. Tout le monde sait ce qui se passe, ce qui se passe dans ces prisons-là. Oui, mais M. Condé, là, je vous prends. Monsieur Condé, Monsieur Condé, je me permets de vous interrompre. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en Occident. Vous n'avez pas aimé, hein? Mais là, vous prenez l'exemple en Occident pour essayer d'étayer un peu vos propos aussi. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu loin aussi? Hein? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en Occident. Je ne vous ai pas entendu. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en Occident. Hein? Vous n'avez pas du tout. Mais aujourd'hui, maintenant, pour étayer vos propos, vous prenez l'exemple aussi en Occident, en parlant aussi des autres camps, aussi dans les autres pays. Non, c'est pour vous dire que ça a érigé les Occidentaux en modèle du droit de défense des droits de l'homme. D'accord. La prison de Diego Garcia, c'était une détention politique. Guantanamo, détention politique. D'accord. La prison d'Abu Ghraib. Bon, alors, c'est toujours pour dire, c'est révoltant, quoi. Vous ne voyez jamais les défauts des Occidentaux. Vous êtes prêts à coller toujours les défauts aux Africains. Non, non, pas du tout. Référence, ce sont les références occidentales. Non, non, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un débat. Je vous pose une question. Quand je cite ces questions-là, c'est pour vous dire que le Kambaro n'est pas spécifique. C'est pas l'exception. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, revenons maintenant. Je vais poser au moins, il se fait déjà trop tard, 2 questions et puis vous libérer pour votre mot de fin. Hein. Alors, le président Alpha Condé, une fois élu, il a dit qu'il allait prendre la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Hein. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que vous êtes en phase avec lui? Non, bon, moi, je n'ai pas entendu le président dire ça. Donc, permettez-moi de ne pas commenter. Je ne l'ai pas entendu le dire. Les gens disent qu'il a dit ça, mais moi, vraiment, je n'ai pas entendu ça. Bon, s'il avait dit ça, qu'auriez-vous dit? Donc, je n'en dis rien. Mais c'est à mieux s'il prend la Guinée où le président M. Touré l'a laissé. Le président M. Touré a laissé une libre, une Guinée souveraine, une Guinée responsable d'elle-même. Le président M. Touré a laissé une Guinée unie, comme un seul homme. Donc, si le président Alpha Condé dit qu'il va lutter pour que la Guinée redevienne elle-même indépendante, souveraine, responsable d'elle-même, digne, avec un sens élevé de l'honneur et de la grandeur, c'est à mieux. Il se propose de recréer une forte unité nationale. Parce que notre première force, c'est l'unité nationale. C'est à mieux. Mais je vous le dis, moi je ne l'ai pas entendu dire que ça prend la Guinée. Là aussi, vous pouvez la laisser. J'entends ça dans la bouche des gens qui sont très malveillants avec le régime de la Révolution. C'est pour dire que Alpha Condé
aussi lugubre que le président Nassef Touré, il est aussi cruel que le président Nassef Touré, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'inconséquences là-dedans. Le président Alpha Condé, il a combattu le président Nassef Touré, et ça n'est jamais caché. Alors, on peut dire que prêt pour la révolution, hein, voilà, c'était ça, hein, Monsieur Condé. D'accord, alors, Monsieur Condé, la manière dont la politique, je disais, elle est exigeante. Voilà, d'accord, alors, la manière dont... Elle est exigeante de vérité, elle est exigeante d'honneur, elle est exigeante de grandeur. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, l'avant-dernière question, la manière dont la politique est menée aujourd'hui en Guinée, est-ce que vous êtes satisfait ou bien vous avez des critiques à fond? C'était la question, je vous en prie. Je dis la manière dont les choses se passent en Guinée aujourd'hui sur le plan politique. Est-ce que vous avez des critiques à formuler? Si je vais informer sur la politique aujourd'hui, la manière dont la politique se passe en Guinée aujourd'hui. Ah, mais la politique aujourd'hui, c'est la médiocrité. C'est-à-dire? Quel est l'homme politique qui n'exploite pas les bas sentiments en incitant le peuple à l'ethnocentrisme, à la haine? C'est de la médiocrité, ça. Et moi, je pense que notre classe politique est une classe politique qui spolie le peuple. Le gouvernement Jean-Marie Doré, avant de partir, chaque ministre est parti avec 500 millions, ça c'est sûr de tous les Guinéens, à plus de 500 millions, la voiture de commandement. Et le CNT, les conseillers du CNT, à leur remplacement par l'Assemblée nationale. Chaque conseiller est parti avec 100 millions. Comment la classe politique peut défendre l'idée comme quoi elle est au service de ce peuple? Le peuple guinéen n'est plus dupe de sa classe politique. Il découvre de plus en plus que les hommes politiques, c'est se mettre de l'argent dans les poches. Donc, aujourd'hui, on ne défend pas l'idéal. On ne défend pas l'homme. On défend au nom de l'idéal des positions purement et simplement égoïstes et centriques. Celui qui a rendu la politique médiocre, à mon avis. Et je pense que tous les Guinéens sérieux, doivent tout faire pour sortir la politique de ce milieu. L'homme ne doit pas être apprécié à partir de choses aussi accidentelles que le lieu de naissance, que le patronyme. Il faut aller au mérite de l'homme. Du reste, c'est ça la grandeur des peuples. Mais tant que sont là à dire, ah, lui, il est de telle région naturelle, lui, il est de... Ce sont des histoires purement et simplement de médiocrité morale, et même politique quelque part. Moi, j'ai des critiques à faire sur la vie politique. Et bien, depuis toujours, c'est cette critique au niveau de mon parti, nous faisons, pour montrer que la classe politique guinéenne, les intellectuels, beaucoup d'intellectuels guinéens actuels, tiennent un discours au peuple, mais pas un discours que le peuple a à entendre. Mais votre parti politique, votre parti politique, vous êtes dans l'opposition ou bien vous êtes au pouvoir? Votre parti politique, vous êtes dans l'opposition ou bien au pouvoir? Pour nous, ça c'est aussi un faux problème. En réalité, et le pouvoir, la mouvance présidentielle, et ceux qui se disent opposants, défendent le même système libéral. C'est pourquoi nous pensons au niveau du État que nous sommes le seul parti d'opposition. Nous sommes le seul parti à opposer au système libéral, le système révolutionnaire ou socialiste. Donc, on trompe toujours le peuple en disant voici la mouvance présidentielle et voici l'opposition. L'opposition défend les mêmes idées libérales de la mouvance présidentielle. C'est notre critère de la médiocrité de notre vie politique, que ce sont des individus qui s'affrontent. Ce ne sont pas des programmes qui s'affrontent. Ce ne sont pas des idéaux qui s'affrontent. C'est une déformation même
du système qui nous a été en France, l'opposition. C'est d'abord l'opposition idéologique. Quand l'UMP est au pouvoir, le Parti socialiste, le Parti communiste et autres fronts de gauche sont dans l'opposition sur la base de l'idéal. Quand le Parti socialiste est au pouvoir, comme c'est le cas maintenant. Quel est le nom de votre parti? Qui est dans l'opposition. Monsieur Condé, le nom de votre parti encore? Vous l'avez dit le nom de votre parti encore, vous l'avez dit en début d'émission, mais je n'ai pas noté. Hein? Le nom de votre parti. Le nom de mon parti, c'est P comme parti, R comme roue, P comme parti, A comme Anne, G comme gagné. Donc PRPAC. Ça veut dire Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Et je vous rappelle qu'au moment où le président M. Touré était rappelé à Dieu, la Guinée s'appelait République populaire révolutionnaire de Guinée. Et si le 13e congrès avait eu lieu du vivant du président M. Touré, eh bien, on aurait mis une harmonie entre le nom de la République de Guinée et le nom du parti qui a fondé la République de Guinée. Le PDG serait devenu Parti démocratique de Guinée de la Révolution populaire africaine. Alors, idéologue du PDG, connaissant cela, alors quand nous avons constaté la trahison du PDG RDA, eh bien, nous avons créé le PRPAD pour marquer la fidélité à la ligne idéologique du PDG. Et c'est pour cette raison, nous ne sommes d'aucun de ces cas. Jamais nous n'avons été de la mouvance présidentielle, de quelques mouvances présidentielles, tant avec le PUP qu'avec sa mouvance présidentielle actuelle, jamais non plus nous n'avons été de la fameuse opposition, parce que pour nous, ce ne sont pas des opposants. En Guinée, la lutte politique oppose des individus, mais pas des idéaux. Et c'est ce qui fait la médiocrité de notre vie politique. La politique doit être au service d'un idéal, pas au service d'un homme. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, revenons donc un petit mot aussi par rapport un peu au coup d'Yara Traoré et puis les conséquences un peu sur la vie politique en Guinée. Oui, le coup d'Yara Traoré. Oui, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Bon, les conséquences sur la vie politique et sociale au niveau en Guinée, le coup d'Yara Traoré. C'était un vrai coup d'État. Et puis ses conséquences, puisqu'après ce coup d'Yara Traoré, il y a eu beaucoup de massacres, donc des populations malinquées. Est-ce que ça a eu une conséquence par la suite sur la politique guinéenne? Oui, ça pouvait avoir une conséquence. Et moi, j'ai été arrêté, j'étais le premier arrêté dans le coup d'Yara, parce que moi, j'ai été arrêté le 3 juillet. Donc, quand le fameux discours de Yara passait sur les antennes de la radio-télévision nationale, moi, j'étais déjà en prison. Et je sais que le 8, je devrais être exécuté. Pourquoi étiez-vous j'avais déjà été parmi les militaires et autres exécutés. Pourquoi étiez-vous en prison? Est-ce qu'on enfin, pourquoi avec la grâce de Dieu, j'ai échappé. Le 27 juillet, on est venu me reprendre. Cette fois-ci, quand on dit au PM3, c'est la prison politique, l'antichambre de la prison politique. Là, j'ai trouvé exclusivement les gens de nous. Et c'est par chance aussi que nous avons été épargnés du massacre. Parce que j'ai trouvé bien pour dire que le président M. Touré a massacré des deux. Et je suis à leur tour pour massacrer des malinqués. Bon, alors, depuis ce temps-là, la médiocrité a affecté les Guinéens. La haine, c'est toujours comme ça. La haine, c'est pourquoi, la dernière fois, je rappelais que tous les moralistes, tous les philosophes enseignent que la haine est plus nuisible à son sujet qu'à son objet. Bon, donc, et le coup d'Yara a été ce qu'il a été, les gens ont été tués,
Mais Dieu merci, nous sommes croyants, musulmans. Personnellement, j'ai perdu 5 proches parents dans l'affaire de Yara. Je connais totalement innocent. Je peux citer le colonel Idrissa Koné. Toute la Guinée sait que cet homme-là est vraiment sage. Il ne pouvait pas du tout se mêler de coup d'État. C'était le doyen de l'armée. C'est lui qui était le plus vieux dans le grade de colonel. On l'a flagellé. Cette technique moyenâgeuse. On l'a flagellé. Il est tombé, on a continué à le frapper jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Voyez un peu jusqu'où la haine peut aller. Je peux citer le cas de mon propre cousin. C'est le cas de celui. Il est le fils du garçon, moi je suis le fils de la fille. Je sais comment il est mort aussi. Et je sais que pour absolument rien dans cette affaire. Mais, Tite Mahmoud, c'est la même chose. Commandant Tite Mahmoud. Pour moi, personnellement, je sais que c'est la même chose pour mes parents aussi. Chacun a sa façon de mourir. On ne meurt jamais un jour. Et c'est Dieu qui choisit le jour de la mort et quand on meurt. Donc, nous nous en remettons à Dieu. Nous ne revendiquons absolument rien. D'accord. La mort, la volonté de Dieu, par la manière que Dieu a voulu. Peut-être aux yeux de certains, clairement creusé par la haine, c'est une position de fait, c'est une position idiote, mais chacun a son idiot, a son inepte. Bon, donc, dire que les répercussions du coup, en fait, ce sont des êtres malveillants qui sont venus après dire on va venger l'été, on va faire ceci, on va faire cela, etc., etc. Mais l'âme profonde de la Haute-Guinée est restée à la religion musulmane en s'en remettant à Dieu aussi bien dans le cas du malheur que dans le cas du bonheur. Alors, merci. L'avant-dernière question et puis vous libérer. Bon, au soir donc de la mort de M. Sékou Touré, dans les années déjà 77, on avait senti très critique envers une partie de la population et surtout, les Peuls où là on a parlé du complot Peul, les âmes damnées. Qu'est-ce qui a poussé le président Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, à se dresser pour la première fois contre une ethnie? Est-ce qu'il se dressait contre l'ethnie Peul ou bien c'est un peu aussi une incompréhension? Je vous le répète encore, on continuera toujours à traverser le président Nassir Touré. Ceux qui n'ont jamais été pour l'indépendance guinéenne, pour la liberté guinéenne, les familles de féodaux, notamment, et à travers tout le pays, il y avait des féodaux, des chefs de canton en forêt, des chefs de canton en Guinée, c'était l'organisation coloniale même, des chefs de canton en Guinée. Ces gens-là ont été détruits dans leur vie quotidienne, donc, et à travers eux, leur progéniture aussi d'une certaine manière. Bon, donc, cette féodalité n'a jamais été pour la révolution, n'a jamais été pour le président Ahmed Touré. Et ce sont des gens qui ont toujours continué à traverser le président. Et je peux vous dire que si le président avait été raciste, il n'aurait pas réussi sa lutte. Parce que dès le départ, le PDG s'est dit, à travers le président Ahmed Touré, le colonialisme, pour le renverser, il faut la lutte de tout le peuple. Une lutte organisée sur la base ethnique ne peut pas permettre de libérer la Guinée. Et c'est pour cette raison que le PDG n'a jamais tenu le langage de l'ethnocentrisme ou bien de quelque exclusivisme que ce soit. Et c'est ce qui justifie au référendum du 26 septembre 1958, je le disais tout à l'heure, il y a eu 95% de non. Et c'était à travers toutes les régions naturelles du pays. Donc, on ne peut pas reprocher au président Touré d'avoir été un exclusiviste, d'avoir été un raciste ou autre chose, parce que
j'ai lu des journaux de certains hommes politiques et j'ai même discuté avec certains hommes politiques qui ont qualifié le président Mefekele de génocidaire. Bon, c'était des gens particulièrement haineux contre le président Mefekele. Mais je crois que l'histoire montre de plus en plus que les jugements de ces gens-là sont de la malveillance purement et simplement. Donc, voilà. Reprocher au président Mefekele d'avoir été un raciste, un exclusiviste, je crois que ce n'est pas exact. Il aurait été un raciste, un exclusiviste, le président Mefekele, Dieu n'aurait pas accepté de l'élever au rang de vice-président de la Oumma islamique. Dieu n'aurait pas accepté non plus qu'il exerça au niveau de la Oumma islamique l'influence qu'il a eu à y exercer. Et si le président Mefekele avait été un raciste, parce que le racisme c'est de la médiocrité dans le sens plein du terme, il n'aurait pas eu sur le plan international l'influence qu'il a eue, l'aura qu'il a eue, il n'aurait pas eu non plus en Afrique la grande considération qui continue toujours à entrer son nom. Donc, mais je vous le répète encore, le déserteur ne dira jamais une bonne chose de la bataille. C'est un proverbe malingué qui le dit. Ou encore, un autre proverbe, selon lequel votre ennemi ne dira jamais du bien de vous, quelle que soit par ailleurs la bonté que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'ennemi. D'accord. Alors, M. Conté, la toute dernière question et puis votre mot de fin. Hein, ça fait bientôt 4 ans que le président Alpha Condé est au pouvoir. Hein. Est-ce que déjà on peut faire un petit bilan? Est-ce qu'il est en train de réussir, il a échoué ou bien il est en train de faire de bonnes choses? Permettez-moi de ne pas me prononcer sur cette question. Vous êtes un politicien, hein, voilà, vous êtes un politicien doyen. Un patriote en plus. Permettez-moi de... Hein? Oui, vous avez un parti politique qui aspire certainement à prendre le pouvoir un jour. Hein? Comment vous voyez, c'est tellement un peu l'œuvre de pas compte. Oui, j'ai un parti politique, mais je vous dis que ce parti politique s'intéresse tout d'abord au maintien et au renforcement de l'unité nationale. Donc, tout ce qui peut aller à l'encontre de cette volonté, de cette lutte, nous nous méfions de cela. Et ensuite, nous entendons préserver la liberté de notre pays, l'indépendance réelle de notre pays. Mais pour le moment, notre combat, c'est surtout la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale. Donc, tout sujet qui peut... Par rapport à l'unité nationale, est-ce que le président Alpha Condé est en train de réaliser un peu... il est en train de faire de bonnes choses par rapport à l'unité nationale? Je vous prie, ne m'empêchez pas de prononcer sur les réalités actuelles. Je vous ai résumé mon opinion de la vie politique guinéenne depuis le 3 avril 1984. Je vous ai dit que cette vie politique est dominée par la médiocrité. Les hommes politiques sont beaucoup plus des voleurs, des spoliateurs, qu'ils ne sont des gens qui ont les intérêts du peuple. Merci. Dans la dominance, c'est ça. Les scandales pendant le temps de Lansana Conté, du président Lansana, les scandales qui continuent encore à éclater depuis l'avènement du président Alpha Condé, tout cela, moi, me fait dire que la vie politique guinéenne reste dominée par la médiocrité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des gens propres. Si, il y a des gens qui sont propres, mais la dominante fait que vraiment, il y a plus de malpropres que de gens propres. Voilà, comme bonnet, blanc, bonnet, hein, c'est bien cela, voilà. Merci beaucoup, M. Condé. Hein. Alors, votre mot de fin, enfin, si vous voulez, j'allais dire mot d'espoir, j'allais dire, hein, pour cette jeunesse guinéenne et africaine qui vous écoute. Oui, bon, la jeunesse guinéenne est fortement aliénée au départ, et à part Coco Lala, depuis que la France est partie, nous sommes dans la misère, etc., etc., dès que tel sera au pouvoir, dès que nous remplirons telles conditions, le bonheur va pleuvoir sur la Guinée de plus en plus de ces illusions, de ces déformations, de cette lumière. Et cette jeunesse se pose de plus en plus la question de savoir où est-ce qu'on va et qu'il faut-il faire. Parce que cette jeunesse constate qu'on la prépare pour le chômage. Les universités
prépare plutôt au chômage. Quand les jeunes sortent des universités ou bien des écoles professionnelles, c'est droit pour le chômage. Bon, et quand nous autres nous leur disons que du temps de la Révolution, ce n'était pas du tout ça, on ne pouvait pas sortir de l'école et chômer, ils n'en reviennent pas. Ça leur paraît si invraisemblable qu'ils pensent que ce sont des éloges que nous faisons de l'ancien régime. Donc, mais, comme on le dit, le mensonge n'est jamais confirmé en vérité. Et la vérité n'est jamais transformée en mensonge aussi. Donc, de plus en plus, la jeunesse guinéenne, et de façon générale le peuple de Guinée, se ressaisit face aux grossiers mensonges, aux illusions qui ont été formulées par les hommes politiques. Et je pense que c'est pour le bien même du peuple. Et en tout cas, pour le bien, nous, notre message, tout le temps, c'est l'unité nationale. Et comprendre que ce n'est pas une ethnie qui est à l'origine de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, qui ne fait que s'approfondir. Ce n'est pas non plus une ethnie qui est à l'origine du chômage. Parce qu'on observe que dans toutes les nations de la Guinée, c'est l'extrême pauvreté, c'est la paupérisation des populations. Parce que c'est au niveau de toutes les ethnies que le chômage sévit. Les jeunes peuples chôment, les jeunes malinqués chôment, les jeunes forestiers chôment, les jeunes sous chôment, que ces fléaux sont beaucoup plus liés à la nature du régime qu'à une ethnie. Si c'était une ethnie qui était à la base du chômage, de l'extrême pauvreté, cette ethnie s'en serait préservée. On ne peut pas réaliser son mal. Si c'était les malinqués qui étaient à la base du chômage de la pauvreté, un jeune malinqué n'allait chômer. Il n'y avait pas eu de la pauvreté en Haute-Guinée. Si c'était le Fouta qui était à la base du malheur de la Guinée, eh bien, au Fouta, la pauvreté ne va pas se vivre et les jeunes ne peuvent pas chômer. C'est la même chose pour la base de Guinée, pour la forêt. Alors c'est pour dire qu'il faut beaucoup plus voir la nature du régime qui explique ces réalités-là qu'une ethnie. Encore les ethnies ne se donneront pas les mains pour lutter contre ces fléaux. Une ethnie à elle seule ne pourra enrayer ces fléaux qui empoisonnent la vie à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup, camarade Ismaël Condé, et merci et toujours et prêt pour la nouvelle révolution. Merci très bien. La révolution est exigence de vérité, de grandeur, de dignité. Merci beaucoup et bonne nuit. Voilà, bonsoir chez vous. Et portez-vous bien. Hein? Voilà. D'accord. Au revoir, camarade. Voilà, Ismaël. Voilà. Merci bien.